Le 21 septembre dernier, la foule des jeunes de Bangui abattait la statue de l'empereur Bokassa Ier. C'était la fin d'une des dictatures les plus cruelles et les plus fantasques que connut l'Afrique. Le pouvoir de Bokassa était basé sur la terreur. Les murs blancs de la prison de Ngaraba rappelaient à chacun le sort promis aux opposants, la torture, la mort, l'enfermement sans jugement. À la libération, il ne restait plus beaucoup de prisonniers vivants. Mon frère a fait un accident de voiture à Berengo. La voiture n'est pas cassée. La voiture n'est pas cassée. On a tué mon frère ici à la maison d'arrêt. Mon frère n'a pas tué. Mon frère n'a pas volé. Il a fait un accident. Un accident de circulation. Nous avons rencontré des prisonniers de Bokassa enfermés pour leur opposition au régime. L'un d'eux a passé 11 ans dans une cellule, totalement isolée. Du 1er janvier au 31 décembre, on était toujours menacés par Bokassa parce qu'on savait qu'il allait descendre d'une minute à l'autre pour nous tuer. Il y avait beaucoup d'exécutions ou d'assassinats dans cette prison? Il y en a beaucoup. Ceux qui étaient assassinés par les chaînes qu'on mettait au cou, et ceux à qui on frappait la nuque, on les tuait ainsi à coups de marteau. Et puis d'autres, bien entendu, on les mettait en cellule, on leur coupait la nourriture, l'eau, et ils mouraient de faim. Et puis ensuite, ceux qui mouraient de maladie, puisque quand on est malade, on ne nous soigne pas. Qui procédait à ces crimes? Bon, il y a le directeur de la maison centrale Bongo qui est là, et le cerveau, c'est Sacher Otto, un citoyen tchécoslovaque qui est là depuis longtemps, qui a pris la nationalité centrafricaine, il est Mbaka, et c'est lui qui est le moteur de toutes ces exécutions. Le conseil technique même de ça, et on l'a même surnommé le H-man de Bokassa. Cet ancien légionnaire est désigné par tous les rescapés des prisons de Bokassa comme un véritable criminel. Cependant, il est aujourd'hui en liberté. On le dit très lié à certains dirigeants actuels. Y avait-il beaucoup de prisonniers politiques? Oui, mais à chaque fois que les prisonniers politiques arrivaient, chaque année, bon, deux fois chaque mois, on en tuait, finalement on est resté, à la suite du coup d'état du président Dako, on est resté 12. En janvier et en avril dernier, des dizaines d'écoliers et d'étudiants étaient arrêtés à la suite de manifestations hostiles à l'empereur. Une centaine d'entre eux furent battus à mort. C'est cette tragédie révélée au monde par Amnesty International qui a amené la France à lâcher enfin son protégé. Dans la nuit du 20 au 21 septembre, environ 800 parachutistes français débarquaient à Bangui. Ils s'emparèrent de la ville en quelques heures, sans tirer un seul coup de feu. Plus personne ne songeait à se battre pour l'empereur en fuite. Les troupes françaises manifestèrent très visiblement leur présence. Il s'agissait de dissuader quiconque aurait été tenté de se dresser contre le président Dako, mis au pouvoir par le gouvernement français. L'aéroport privé du palais de Berengo, à 80 km de la capitale, est abandonné. Aujourd'hui apparaît la véritable mesure de ce pauvre empire. C'est le règne du trompe-l'œil. Ces bâtiments abritaient la cour, étriqués, dérisoires. Ils donnent la juste image d'un rêve fou. Le rêve d'un admirateur de Napoléon. Le délire mégalomaniaque d'un dictateur qui aimait à entasser les meubles précieux dans son salon, qui exigeait de l'or pour ses salles de bain, qui se faisait construire un lit chargé de dorures où il ne passa pas une seule nuit. Les caprices de l'empereur avaient des côtés curieusement enfantins. Il tenait par exemple à ce que les costumes de la cour soient confectionnés dans un atelier de couture au cœur du palais, entre la salle du Conseil des ministres et des entrepôts où il accumulait des collections d'appareils de photos. On se croirait dans l'univers d'un roi barbare devenu tyran sanguinaire. Bokassa parti, l'appareil de l'État, déjà bien mal en point, s'effondra. Une armée en déroute, une police corrompue. C'est pourquoi les Français sont partout.
Leurs parachutistes contrôlent l'accès de tous les bâtiments publics importants. Lorsque l'on se rend à la radio, par exemple, c'est un soldat français qui ouvre la porte et vérifie les laissez-passer. Monsieur Piquet, ambassadeur de France, accompagné de 2 officiers supérieurs, se rend pratiquement chaque jour auprès du président Dacko, décidément très entouré par ses protecteurs. À la porte de la présidence, c'est une sentinelle française qui monte la garde. Son fusil est un SIG suisse, fabriqué en France sous licence. Il y a une chose qui frappe évidemment lorsque l'on arrive chez vous, c'est que votre bureau est gardé par un parachutiste français. Alors d'une façon plus générale, quelles sont les raisons de cette présence militaire française? La présence des troupes françaises en République centrafricaine se justifie à double titre. Dès notre accession à l'indépendance, nous avons signé plusieurs accords de coopération avec la République française. Entre autres accords de défense, c'est ce qui nous autorise à faire appel en cas de nécessité à ce pays ami. Deuxièmement, avec le régime de Bokassa, l'inexistence d'une armée centrafricaine structurée, équipée, entraînée, exige l'assistance ponctuelle de la défense française en vue de garantir l'ordre et la sécurité dans notre pays dès ma prise de pouvoir. Comme je l'ai déjà dit maintes fois, cette assistance militaire nous sera nécessaire. Le temps de mettre sur pied un système de défense et de protection adéquate, authentiquement centrafricain. Donc, les troupes françaises ne sont là que pour une mission bien ponctuelle. Une mission ponctuelle peut-être, mais avec ou sans présence militaire, ce qui est sûr, c'est que la France n'a jamais cessé de s'intéresser de près à la Centrafrique. Bokassa a pu compter sur l'appui chaleureux de l'Élysée pendant les 14 ans de son règne. Il était reçu à Paris comme un ami privilégié. Quant au président Giscard d'Estaing, il s'est rendu plus souvent en Centrafrique que dans n'importe quel autre pays africain. Quelle était la teneur de vos entretiens avec le président de la République française? J'ai demandé beaucoup de conseils à mon parent et à ses collaborateurs, parce que, comme je vous le dis, l'Afrique connaît des difficultés de développement économique. Des difficultés économiques, c'est peu dire. Le règne de Bokassa a plongé le pays dans une situation économique catastrophique. C'est pourquoi aujourd'hui le vrai pouvoir se trouve dans ce bâtiment de l'ambassade de France. C'est d'ici que vient l'argent pour payer les fonctionnaires, pour tenter de remettre en marche une machine de l'État exsangue. Les représentants du gouvernement français ne donnent pas d'interview aux journalistes étrangers. Ils tentent de rester le plus discret possible. Mais chacun peut observer leur troublant manège. Aux abords de la présidence et de l'ambassade, les hélicoptères font la navette, transportant des messieurs cravatés et de lourdes valises dont les secrets sont bien gardés. Mais pourquoi la France s'engage-t-elle à ce point dans les affaires de la République centrafricaine? L'intérêt économique, en fait, ne joue pas un rôle déterminant. Le pays est plutôt pauvre, alors que l'intervention française coûte très cher. Mais regardez où se trouve l'ancien empire de Bokassa. C'est un élément clé du puzzle africain. Il fait tampon entre des États politiquement instables, comme le Tchad, le Soudan, et des pays riches, convoités, comme le Zaïre, le Gabon, le Cameroun. C'est pour éviter que la Centrafrique ne bascule dans une sphère d'influence anti-occidentale que Paris surveille d'aussi près ce vaste territoire, grand 2 fois comme la France, peuplé de 2 millions d'habitants seulement. Un jeune professeur de Bangui qui a pris part sur place à la lutte contre Bokassa s'exprime sur la fragile position internationale de son pays. Je crois que la RCA est un terrain de convoitise, tant pour la France que pour les autres puissances comme l'Union soviétique. Et l'Union soviétique regarde ce pays avec beaucoup d'envie, comme la France. Et comme la France y a mis pied depuis la colonisation, voudrait garder ses intérêts-là. C'est le centre de son intervention, ce n'est pas pour arrêter la dictature. Sanglante, là, le sang a coulé depuis longtemps, ça tout le monde le sait. Est-ce que les Centrafricains ont vraiment conscience d'être l'enjeu de toutes ces convoitises internationales? Je ne pense pas.
Je ne pense pas, d'autant plus que lorsque la France était intervenue pour imposer Dakou en chassant Bokassa, on a salué l'acte de la France. On a salué à la France un ami. Et non quelqu'un qui convoite justement le pays en tant que zone d'intérêt stratégique, économique, politique, tout ce que vous voulez. Donc la maturité politique du peuple centrafricain, laissant à désirer, ne lui permet pas justement de concevoir justement la présence des troupes françaises comme une présence dominatrice. Les paysans sont très satisfaits de la présence des militaires français parce que lorsque les paysans vivaient avec les colons, ils étaient bien. Pour qu'ils restent jusqu'à ce que le pays devienne tranquille. Autrement dit, ils sont très satisfaits et ils applaudissent bien la présence des parachutistes français parmi nous. Et puis, ils sont prêts à les accueillir. Il y a même des paysans qui proposaient de donner des cabris à ces Français-là s'ils s'étaient arrêtés ici parce que c'est grâce à eux qu'ils sont libérés de la mort et consorts. En ville, les réactions sont un peu différentes. Accueillis en libérateurs à leur arrivée, les paras reconnaissent eux-mêmes qu'on leur lance aujourd'hui des regards moins sympathiques. Le malaise s'exprime surtout dans la jeunesse, qui a eu une part importante dans la crise précédant la chute de Bokassa. On a dit un peu ouf quand les parachutistes français sont arrivés, dans la mesure où on craignait qu'il y ait vraiment de la casse pour son départ. Et il n'y a pas eu de casse, Dieu merci. Mais maintenant, il est question à mon avis, de voir ce que ce changement va nous apporter de bon. Parce qu'est-ce que vous attendez de ce changement? Ce que nous attendons de ce changement, d'abord l'instauration des libertés démocratiques. Ça nous débarrasserait un peu de cette peur, de cette angoisse qui nous a tenus pendant longtemps sous le régime Bokassa. Ce sentiment de peur que vous avez défini, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui d'une certaine façon ou est-ce que les Centrafricains en sont libérés? Ce sentiment de peur, je pense qu'il continue à exister dans la mesure où quand on voit des soldats étrangers, une légion étrangère se promener en armes et, dans la ville assez régulièrement, quand même dans des places publiques, dans des boutiques de la place, dans des restaurants, on voit des soldats étrangers en tenue et en armes pénétrer dans la salle. On n'est pas du tout, enfin, on est inquiété, on est perturbé, on n'est pas du tout, enfin, on est perturbé intérieurement et on n'arrive pas à se maîtriser. Et d'autant plus que la présence de ces troupes rappelle à bien des égards ce qui se passait à l'époque coloniale. Tout va bien pour les grandes sociétés qui exploitent les ressources naturelles. Aujourd'hui comme hier, on extrait les bois précieux de la forêt, les diamants des rivières. Une société suisse possède une concession forestière de 200 000 hectares. Le président de son conseil d'administration n'est autre que Jean Bedel Bokassa. Mais l'affaire est dirigée par deux Valaisans, Victor Ballet, 83 ans, et Jean Queneau, consul de Suisse. D'une façon générale, sur le plan économique, du temps de Bokassa, est-ce qu'on avait des conditions favorables pour faire des affaires? Pas plus favorable que maintenant, et l'avenir, on ne sait pas ce qu'il nous réserve. Et vous y êtes tout de même intéressé, Bokassa, aux affaires? Et nous avons intéressé le gouvernement centrafricain à la société. Le gouvernement a une participation. Automatiquement, Bokassa était intéressé par le gouvernement. D'une façon très générale, ce changement de régime, est-ce que ça a des répercussions sur la marche des affaires? Non, on ne peut pas dire qu'il y a eu un changement pour l'instant. Des incertitudes nouvelles? Incertitude, oui. Si l'opposition venait à l'emporter, les Patassés, les Goumba, est-ce que ça changerait votre situation? Certainement qu'on serait obligé de fermer et de partir. Et si les para-français partaient? Ce n'est pas à souhaiter. Vin de France, produit importé de la métropole, tant que les paras resteront, les quelques 5000 Européens de Bangui vivront tranquilles. Pourtant, l'inquiétude est sous-jacente. Que se passera-t-il si un jour les mécontents, les chômeurs, les jeunes en colère déferlent sur les beaux quartiers?
Mais pour l'instant, tous ceux qui faisaient des affaires sous le régime Bokassa ont choisi de rester. Par exemple, l'entreprise Vevezane, Rinceau et Ormond, qui fabrique ici des petits cigares pour l'exportation vers la France. Le tabac est en grande partie importé de Suisse. C'est le prix de la main-d'œuvre extrêmement bon marché qui justifie l'opération. Autre signe de confiance, le chantier de l'hôtel Intercontinental a repris son activité. Il est dirigé par des techniciens dépendant d'une société sud-africaine. Ce n'est pas le président Dako qui fera des difficultés à ses constructeurs. C'est lui en effet qui, à titre personnel, détient le monopole du commerce du ciment en Centrafrique. L'aide internationale est plus que jamais une nécessité. Je profite de la tribune que m'offre la radio-télévision suisse romande pour lancer un appel à tous les pays d'Europe, en particulier la Suisse, afin que leur attention bienveillante soit portée sur la République centrafricaine où tout est à refaire et où les investissements productifs seraient les bienvenus. En conclusion, permettez que j'évoque la participation d'Alu Suisse à la réalisation du projet de production d'uranium centrafricain à Bakouma, un projet de près de 100 milliards de francs CFA. C'est en janvier 1974 que la société Alu Suisse s'intéressa au projet qui jusqu'alors avait fait l'objet d'études défavorables. Un tel exemple de coopération est encourageant et mérite d'être poursuivi et intensifié. La société Alu Suisse explore les gisements d'uranium de Bakouma à 800 km de la capitale, en collaboration avec des sociétés françaises et le gouvernement centrafricain. Mais l'exploitation proprement dite n'a pas encore commencé car les difficultés de transport sont immenses. Cette présence suisse est en fait un pari sur l'avenir et sur la hausse du prix de l'uranium. Si les affaires des grandes sociétés marchent bien, la situation des petits paysans qui représentent plus des 3/4 de la population centrafricaine est devenue très critique. Dans les régions de savane, le gouvernement oblige les planteurs à produire du coton. Ceux qui préfèrent se consacrer aux seules cultures vivrières sont ramenés à l'ordre par la police, car l'État a besoin de produits d'exportation pour financer ses achats à l'étranger. Le prix du coton n'a pas augmenté depuis des années, alors que le prix de tout ce que nous achetons a doublé ou triplé. On ne s'en sort plus. Et puis nous sommes dupés. Les balances sont truquées et nous n'avons aucun moyen de contrôler la pesée. Travaillez, travaillez. Prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Chaque famille cultive un lopin minuscule, sans aucune machine. Un adulte peut assurer la récolte d'un demi-hectare de coton. Cela représente un revenu annuel de 100 à 200 francs suisses par année. Or, sur cette unique source de revenus, les paysans doivent payer de lourds impôts, 30 francs par année. À cela, il faut ajouter 10 francs pour la carte d'adhésion obligatoire au parti unique, 10 francs pour une assurance maladie qui encaisse les primes et ne sert aucune prestation. Un planteur qui ne détenait pas toutes ses cartes n'avait pas le droit d'accéder dans la rue, de voyager à sa guise, de faire ce qu'il voulait. Et la police, la gendarmerie étaient toujours en train de faire des contrôles pour ça, si bien que tous les planteurs avaient peur de sortir hors de leur secteur ou de faire ce qu'ils voulaient. Ils étaient obligés de se plier et puis de se soumettre à tout cela. Alors, si bien que il y en a même qui dépensaient tous leurs revenus pour acheter ces choses-là et qui se trouvent sans habits, sans médicaments, sans quoi, pour le bien-être de leur famille. Mais est-ce que le nouveau gouvernement a le pouvoir de faire monter le prix du coton? On ne sait pas. C'est la question que beaucoup de personnes se posent. Et même depuis que Dako est au pouvoir, les paysans disent, est-ce que celui-là encore, il va faire comme Bokassa? Est-ce qu'il ne va pas penser à améliorer nos conditions de culture, à augmenter nos prix de produits, à nous demander moins d'impôts, à nous soutirer moins d'argent? Une autre angoisse hante les campagnes. Elle peut paraître irrationnelle, mais elle témoigne bien de la terreur qui a régné. C'est la peur du retour de Bokassa, le grand sorcier malfaisant.
Les gens s'inquiètent, peut-être que Bokassa pourrait revenir pour reprendre son pouvoir. C'est surtout l'inquiétude des paysans. Enfin, ils disent que Dako est en train de leur tromper leur vigilance, afin que Bokassa revienne au pouvoir pour recommencer les mêmes bêtises de l'année, du 14. Pour le moment, ils ne sont pas tranquilles, pouvoir, quoi. Puisque Bokassa continue toujours à vivre. Lorsqu'ils vont entendre que ce Bokassa-là est déjà mort, je pense que c'est par là que ils vont déclencher vraiment leur joie. Lorsque certaines personnes captaient la radio France, soit disant que Bokassa se trouve en Côte d'Ivoire, la joie commence à se diminuer. On croyait qu'il est mort encore, celui-là il est encore quelque part, pour revenir, il s'est encore réfugié, il est encore en train de manger pour encore un moment, préparer encore un coup et revenir pour nous tuer. Alors donc, ce n'est plus la peine. Bon, la joie avait subitement diminué de tension, quoi. La chute de Bokassa a suscité d'immenses espoirs. C'était l'attente d'un changement profond. Serait-ce aujourd'hui l'heure de la déception? En tout cas, les gens constatent que l'équipe actuellement au pouvoir est principalement composée de personnalités ayant participé de très près au régime détesté de Bokassa. Ainsi, le président Dako, renversé en 1965, a été libéré de prison par le futur empereur, qui lui donna même une décoration en 1975 et l'engagea comme conseiller personnel. Ces 3 dernières années, David Dako assistait Bokassa en toutes circonstances, comme en témoignent ses photos où il apparaît régulièrement dans le sillage de l'empereur. Vous avez insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d'un rétablissement de la confiance du peuple dans ses dirigeants. Dans quelle mesure est-ce possible? Dans la mesure où, bien sûr, certaines personnalités politiques ont eu des responsabilités importantes, et même récemment, dans le régime Bokassa. Comment surmonterez-vous cet obstacle? Je peux le surmonter. Je crois que c'est une question d'explication et de propagande à faire auprès de la masse. Sous le régime Bokassa, les Centrafricains, à tous les niveaux, même au niveau le plus élevé, ont été traumatisés. Ils agissaient dans la peur ou la menace, où on obéissait à Bokassa, où on se retrouvait dans une cellule. Donc pratiquement, on peut, si vraiment on réfléchit, considérer que tous les Centrafricains ne sont pas responsables de leurs actes aux côtés de Bokassa. Si aucun membre du gouvernement, aucun officier supérieur n'était responsable, alors à partir de ce moment, c'est tout le monde qui est blanc. Hein? Je crois que là, le problème est que même si Bokassa prenait les plus grandes décisions, ça il va de soi, pour ce qui était très important, l'application et tout cela, personne n'a régimbé, personne n'a essayé de dire non. Un document révélateur entourant Bokassa, on reconnaît David Dako, actuel président, et Henri Maïdou, aujourd'hui vice-président. On dit que c'est l'homme fort maintenant. C'est lui qui nia jusqu'au bout les massacres d'enfants. Il fut le dernier premier ministre de l'empereur. Charge qu'assuma aussi, pendant de nombreuses années, Ange Patassé, qui se pose maintenant en leader de l'opposition. Nous sommes en train de participer à une scène de théâtre où on change de scène, mais ce sont les mêmes personnages qui sont là pour représenter une scène particulière, c'est tout. Mais c'est la même ligne qui continue, parce que tous ils étaient avec Bokassa. Cet homme rend hommage au père de la patrie, le premier président centrafricain au moment de l'indépendance, Barthélemy Boganda. Cet homme remarquable était issu d'une tribu du fleuve, les Mbaka. Or, tous les présidents qui ont suivi, Dako, puis Bokassa et à nouveau Dako, sont de la même ethnie. Bien plus, tous proviennent du même village
où l'empereur a d'ailleurs fait construire un mausolée solennel à la mémoire de Boganda. Ces Mbaka ne représentent que 7% de la population centrafricaine. C'est dire que les autres ethnies, si longtemps exclues du pouvoir, commencent à se regimber. Ça lié à Dako. Eux, ils pensent que Dako a sauvé la tête d'Mbaka. Or, au fond, tout ce que nous voulons, ce n'est pas de tuer les Mbaka, mais de purger le pays. C'est-à-dire que les fauteurs de troubles, ceux qui ont été à l'origine de l'exploitation abusive du peuple, doivent être jugés, que ce soit Mbaka ou de n'importe quelle tribu. Or, en fin de compte, ceux qui sont alliés à Dako veulent protéger leur tribu. Et de l'autre côté de Patassé, on remarque que ceux qui s'allient beaucoup à Patassé sont de sa tribu. Et quand ils font des campagnes, ils parlent de la tribu, ils disent qu'on ne doit plus être commandé par les Mbaka, tout ça. Et on sent que le tribalisme renaît au niveau du peuple centrafricain. Et ça devient un problème réel. C'est pour cela qu'au niveau de la jeunesse, on a essayé à chaque fois au niveau des camarades de discuter de ce problème. On a dit, chers camarades, on doit éviter le tribalisme. On doit être objectif dans nos analyses. Le 29 octobre dernier, Bangui s'est réveillé dans un climat d'extraordinaire tension. On parlait depuis 2 jours d'une grève générale. Nous sommes allés dans les vastes quartiers populaires de la périphérie. Mais à plusieurs reprises, des jeunes gens bloquèrent notre voiture et nous demandèrent de faire demi-tour. Pas un blanc ne se montrait dans ces rues. Les révoltes contre Bokassa sont parties de ces quartiers, dont la moitié des habitants a moins de 20 ans. C'est là que vivent des milliers de chômeurs, de déshérités, de mécontents, dont les réactions sont imprévisibles. Vers 8 h du matin, policiers et soldats prennent position dans le quartier des lycées et des universités, où une foule de jeunes dresse des barrages. Les parachutistes français observent à distance. Qu'est-ce qui se passe là-bas au fond? Les grévistes, les hommes de Patassé menacent la population, interdit aux travailleurs de venir au travail. Ils sont nombreux? Ils sont nombreux, plus d'1 millier. C'est dangereux d'aller là-bas? C'est dangereux, oui. C'est dangereux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent des pierres, des billes sur la force publique. Et ici, vous êtes là pour arrêter les étudiants s'ils vont en ville? Oui, on est là pour arrêter les étudiants, dans le cas où ils venaient pour aller en ville. Mais vous n'êtes pas très nombreux là, hein? Non. On sert de bouchon, c'est tout simplement. Il y a parmi les manifestants des grévistes politisés dont certains sont favorables à un des leaders de l'opposition, Patassé. Mais il y a aussi beaucoup de marginaux sociaux qui trouvent ici l'occasion d'exprimer leur révolte. Les manifestants ne laissent pas les journalistes s'approcher des barrages qu'ils ont constitués devant les lycées et les universités. Nous ne pouvons donc pas connaître la nature de leurs revendications. Vous avez pu les approcher. Que veulent-ils au juste? C'est très simple. Ils veulent d'abord, dans un premier temps, la reprise des travaux de la table ronde. Vous savez que cette table ronde avait connu un échec. Et ils veulent absolument que cette table ronde reprenne. Vous parlez de la table ronde réunissant tous les leaders de l'opposition? Tous les leaders de l'opposition, exactement. Ils voudraient la reprise de cette table ronde. Et dans un second temps, ils veulent l'extradition de Bokassa. Et tous sont en train de chanter la Renaissance et après de scander des slogans en faveur de la paix, de l'unité nationale. Ils ne veulent pas la guerre, ils veulent la paix, ils veulent l'unité nationale. Est-ce que ces manifestations ont un caractère anti-français ou anti-blanc? Je ne peux pas le dire dans la mesure où, dans leurs revendications, je n'entends pas un seul mot français. Mais dans leur comportement? Dans leur comportement, ils sont hostiles à tout ce qui est journaliste d'abord et à tout ce qui est militaire. Vers 11 h du matin, les troupes centrafricaines reçoivent l'ordre de tirer. On comptera une trentaine de blessés. Dans les quartiers, on parle de plusieurs morts, mais la révolte est matée. Centrafricains, centrafricaines, j'ai jusqu'à présent cherché le dialogue, la paix. J'ai invité le peuple à reprendre le travail. J'ai trouvé en face une fraction de politicards assoiffés de pouvoir, organisant le refus, l'appel au règlement de compte, la provocation. Aujourd'hui, quelques centaines d'impatients ou d'excités
irresponsables, manipulés, tentent de paralyser la capitale. Je dis non à la guerre civile, non à la subversion. Le président a enterré l'idée d'une concertation associant tous les leaders de l'opposition. Cette maison dont il ne reste que des ruines fumantes est précisément celle de Ange Patassé qui sera arrêté quelques jours plus tard. C'est l'armée qui a mis le feu en guise de représailles, car le matin de la révolte, la foule a pillé la maison du Premier ministre. C'est la fin des illusions démocratiques. Qu'est-ce que veut dire démocratie en Centrafrique? Bon, démocratie, c'est un mot très grand, qui n'a pas de sens ici. La démocratie, ce n'est pas Dako qui va l'établir. La démocratie, pour moi, il y a des éléments de démocratie. Il y a l'exécutif, il y a le législatif, il y a le juridique, et ensuite il y a le quatrième pouvoir, il y a la presse. Bon. Ces éléments ne sont pas encore mis en place pour apprécier les bienfaits de la démocratie. Pour le moment, on veut un gouvernement qui puisse organiser, préparer les gens à comprendre cette démocratie qui va s'établir dans l'avenir. Un gouvernement fort. Un gouvernement fort. Un gouvernement fort, mais pas un gouvernement tyrannique. Il faut distinguer un pouvoir, un État fort et un État tyrannique. On n'en veut pas d'un État tyrannique. On veut d'un gouvernement fort qui puisse dire, bon, ça c'est la pagaille, on n'en veut pas. Le repousser. Ça, c'est des revendications honnêtes. Il faut l'accepter. Mais c'est facile de passer de l'un à l'autre, du gouvernement fort au gouvernement tyrannique. Quand on est lucide, quand on est passé par Bokassa, on peut l'arranger. Quand on est passé du régime de Bokassa à maintenant, le peuple centrafricain a suffisamment souffert, il s'est distingué. La tyrannie, l'abus de confiance de ce qui est honnête. Un gouvernement fort, c'est bien ce que veulent le président Dako et ses protecteurs français. Le soir de la manifestation du 29 octobre, nous avons parcouru les quartiers populaires. Nous y avons vu des soldats en armes emmener des jeunes gens accusés d'avoir provoqué les troubles. Plusieurs syndicalistes ont été arrêtés. De nombreux militants des mouvements d'opposition à Dako quittent le pays. Aujourd'hui, l'ordre règne à Bangui, mais jusqu'à quand ?